Le 10 juin 1942, Max Jacob écrit à Robert de Noël. La méchanceté humaine, selon Dominique Rollin, n'est pas une méchanceté d'action, comme assassinat ou guerre, mais méchanceté qui scandalise notre hypocrisie. C'est une méchanceté négative. Elle est dans les silences, dans les regards, dans cette sécheresse qu'aucun émoi ne peut remuer. Ce qu'il y a dans Rollin d'admirable, c'est la vêture et la descente dans le concret, lesquelles arrivent au réalisme par un détour tel qu'on a l'illusion du vécu, sans même savoir de quel pays il s'agit, de quelle époque, etc. Le lendemain, le poète envoie une nouvelle lettre, cette fois-ci à Dominique Rollin, et commence par « Monsieur, maître profondément admiré », continuant « Vous avez, et vous seul, compris ce qui est la beauté de la création. Ce qui ne descend pas du ciel n'y remonte pas. Votre livre descend du ciel jusqu'à notre enfer, et y remonte comme notre Seigneur est remonté des limbes. Il traîne à sa suite toute la méchanceté sournoise des hommes, leur orgueil et leur animalité. Je ne suis pas critique, mais j'ai le flair de la beauté, et je sais qu'elle est dans ce livre unique. Je vous salue avec respect. À quelques jours d'intervalle, Jean Cocteau écrit à son tour à Robert de Noël, qui a publié dans sa maison ce roman au titre tout simple, Les Marais, le 6 juin 1942. Je n'aime pas les lettres, je n'aime ni la peinture, ni la musique, ni le reste. J'essaye d'attendre un accident, et s'il arrive, je tombe amoureux de lui. Ce livre est une grande merveille, une joie profonde. Dites-le à Rollin. Du reste, il le sait, car les racines qu'il enfonce dans la nuit du corps humain, la nuit du sommeil et toutes les nuits inconnues, n'empêchent pas l'intelligence parfaite d'éclater dans le moindre mécanisme de sa fleur. Jean Paulhan, Louis Guillou se méprennent également. Gaston Gallimard se trompe sur l'orthographe du nom en l'écrivant avec 2 L. C'est donc autant sur un frénétique talent que d'inoffensifs malentendus que commence une carrière de 60 ans. Évidemment, Dominique Rollin est une femme. C'est une grande romancière, aux écrits desquels émane, selon l'excellent mot de Robert Poulet, une odeur de louve. Oublieuse postérité, épisode 40. Le roman de la cruauté. Dominique Rollin est une compatriote de Robert Poulet. Elle naît en 1912 dans la région de Bruxelles, 19 ans après l'auteur d'Angie. Bien sûr, le rapprochement n'est pas fortuit. S'il partage nécessairement le questionnement de l'écrivain belge de cette époque, qui ne sait s'il n'est guère plus qu'un écrivain français délocalisé, ou au contraire, et avant tout, un écrivain belge de langue française, Dominique Rollin doit en partie à Poulet l'arrivée du manuscrit des Marais sur le bureau de Robert de Noël qui décidera très vite de le publier. Le processus commence dès 1935 alors que Dominique Rollin a 23 ans. Après avoir présenté une nouvelle au directeur d'un journal belge, ce dernier, devant l'insistance de Rollin, l'envoie vers un certain Paul Colin qui a fondé il y a peu l'hebdomadaire aujourd'hui introuvable Cassandre. Ce dernier hésite, demande à Rollin de lui apporter d'autres nouvelles. Convaincu, il décide de publier une première nouvelle et voilà bientôt la jeune femme régulièrement publiée dans le journal. Mais la Seconde Guerre mondiale arrive. Dominique Rollin est jeté sur les routes, erre, fuit, tente de survivre en traversant Belgique et France, devient presque le personnage de fuyard de fantastique du prélude à l'Apocalypse que Robert Poulet publia en 1944. Je me souviens, confie Dominique Rollin dans un entretien avec Patricia Boyer de la Tour. Être parti à bicyclette sur les routes de France avec Hubert, son premier mari, qui avait une peur folle à l'idée que les Allemands allaient envahir la Belgique. Ma mère gardait ma fille, Christine, que je lui avais déjà confiée. Nous avons parcouru le sud de la Belgique puis le nord de la France. Il y avait des bombardements partout, et j'ai dit alors à mon fou de mari, avec qui je m'étais enfui sans argent et sans bagages, je voudrais voir le Mont Saint-Michel. Je gardais une sorte d'innocence. Nous sommes arrivés à Nantes comme ça, toujours à bicyclette. Il y avait des milliers de fuyards comme nous sur les routes.
À un moment, je l'ai perdu et je me disais « Ah mon Dieu, si on pouvait se perdre !» Mais un Dieu veillait sur lui. On s'est retrouvés. Je ne pouvais plus le supporter. Il m'injuriait tout le temps. C'était insupportable. De retour en Belgique, peu de temps après, Dominique Rollin se rapproche de Paul Colin qui a publié ses nouvelles quelques années plus tôt et lui présente un roman. Le directeur de journal, qui fait très bon accueil aux Allemands et au fascisme, décide de publier Les Marais en feuilleton dans son journal Cassandre, du 15 décembre 1940 au 16 février 1941. Quelques jours plus tard, Robert Poulet, qui a entre-temps fondé un hebdomadaire avec Paul Colin, Le Nouveau Journal, tout aussi complaisant avec L'Envahisseur, fait paraître dans ce dernier une critique du roman de Dominique Rollin. L'usage veut que la critique ne s'intéresse expressément à une œuvre littéraire que lorsque cette œuvre paraît en volume. On me permettra cependant d'exprimer sans plus attendre l'admiration que m'inspire ce roman exceptionnel, l'un des plus originaux qui se soit révélé en Belgique depuis Mélusine de Frans Helens. Parfaitement lancé, il ne manque plus à Dominique Rollin que la publication dans une véritable maison d'édition. C'est ce que Robert Poulet et Paul Colin se proposent de faire. Franz de Hesse, spécialiste de Dominique Rollin, écrit dans Les Pas de la voyageuse. Paul Colin prépare à l'attention de la jeune romancière un contrat à la nouvelle société d'édition qu'il dirige à Bruxelles depuis 1935. Au bout de quelques mois toutefois, il se ravise. Lui, l'idéologue d'une littérature belge indépendante de la France, sinon pleinement consciente de l'élément germanique qui est censé la constituer, estime que le roman de Dominique Rollin est trop bon pour végéter en Belgique, qu'il mérite donc une édition et une diffusion française, ce qui l'amène à transmettre le manuscrit à Robert de Noël, éditeur parisien, d'origine belge il est vrai, que Paul connaît fort bien. Début 1942, avec un réel enthousiasme, de Noël accepte et fait imprimer l'ouvrage. Dominique Rollin charrie-t-elle dans son sillage une malédiction? Le remugle de ces marais a-t-il le pouvoir d'hypnotiser, d'empoisonner et de tuer? Règne-t-elle sur un paysage désolé à la manière d'une sorcière, une sirène ou même de Méduse? Le 13 avril 1943, moins d'un an après la publication chez De Noël des Marais, 3 hommes, 3 résistants, pénètrent dans une librairie à Bruxelles. Un certain Arnaud Fretteur, 19 ans, fait feu. Paul Colin, désormais connu de tous comme étant un collaborateur notoire, chantre du fascisme en Belgique, tombe sous les balles. L'assassin parvient à s'échapper, mais 2 semaines plus tard, il est arrêté par la Gestapo après avoir été dénoncé. Torturé et jugé, il sera pendu le 10 mai 1943. Un peu plus d'1 an plus tard, ce sont les dénonciateurs qui seront à leur tour arrêtés, jugés et fusillés. Vient le tour de Robert Poulet d'être frappé par les effluves des marais. Le critique est arrêté en octobre 1944 pour avoir collaboré et condamné à mort 1 an plus tard. De son séjour en prison, il tirera un superbe journal d'un condamné à mort, remanié ensuite sous le titre « L'enfer ciel », où éclate tout le talent de ce découvreur de talent. Toutefois, les brumes de la littérature de Rollin ne le terrasseront pas. L'auteur sera gracié en octobre 1948, condamné à l'exil en 1951, exil qu'il fera à Paris. Robert de Noël aura, lui, moins de chance. Le 2 décembre 1945, alors qu'il sort de sa voiture, l'éditeur de Dominique Rollin, avec qui il entretient désormais une relation amoureuse irrégulière, reçoit une balle de revolver dans le dos. Il succombe à ses blessures à 43 ans. Comme l'écrit Henri Tissin sur son excellent site,
Les lecteurs connaissent parfois l'image de leur écrivain favori, plus rarement celle des éditeurs de leurs ouvrages. Une maison d'édition est une enseigne, un symbole. Le lundi 3 décembre 1945, tout changea. La grande presse se fit l'écho de l'assassinat inattendu d'un grand éditeur parisien et placarda son image à la une de ses quotidiens. On rappela alors que Robert de Noël était d'origine belge et qu'il avait édité Céline, Rebattet et Elsa Triolet. Le Voyage au bout de la nuit en 1932, bien sûr, Angie de Robert Poulet l'année précédente, et pour 1942, puisque c'est l'année de publication des Marais de Dominique Rollin, de Noël fit aussi paraître L'apprentissage de la ville de Luc Dietrich, Les décombres de Lucien Rebattet et 1000 regrets d'Elsa Triolet. Ces disparitions successives qui sont à l'origine de la publication du roman pourraient devenir la trame d'un étrange roman d'enquête sur fond de guerre et de manuscrits maudits. Fond surnaturel tant se mêlent des événements qui paraissent aussi implacables qu'improbables. Ce roman, qui reste à écrire, pourrait fort judicieusement devenir un étendard de ce qu'Edmond Jaloux et Franz Hellens, autres auteurs belges d'importance, appelèrent très justement le fantastique réel. Les Marais sont un portrait de famille, une photographie au centre de laquelle se trouve le père Thor, dont le regard prend toute la place car il a des yeux de fouet. Il ne va pas tarder à s'enfermer dans son bureau pour écrire un grand livre. Quant aux autres êtres qui l'entourent, ce ne sont que des fuyards. D'ailleurs, leur corps est déformé sur ce cliché, aspiré par les bords du cadre, ajourné par les miasmes du Marais et la toute-puissance du Père. On ne discerne en premier lieu que la crainte dans ces silhouettes fantomatiques, mais si l'on se rapproche de l'image, on renifle cette fameuse odeur de louve déjà évoquée par Robert Poulet, et l'on aperçoit les canines acérées bientôt maculées de sang. Le sang de la cruauté, qui décrit si bien les personnages de ce roman. Y a-t-il une véritable histoire dans ce conte d'un or oppressant ? Histoire de famille, certes, histoire des liens faibles se délitant plus encore, équipés de rancœur, de défiance, de possession qui semblent se passer d'explication. Les premiers romans de Dominique Rollin ne sont pas des œuvres à comprendre, mais des œuvres à ressentir. La romancière reprend d'ailleurs la comparaison animale dans un entretien avec Jean-Luc Outers, expliquant qu'au début, on travaille comme une sorte d'animal originel à trouver sa propre vérité. Il est tout à fait frappant de constater que ce labeur initial de l'auteur se fasse à coups de griffes, par morsures successives, en portant entre ses crocs des vérités fumantes, fouissant sans relâche, enfouissant et laissant pourrir ses trophées. Car je cite, « L'unique vérité dont il faille tenir compte est celle de l'imagination personnelle et marginale chargée de les représenter. » Cette marginalité de l'imagination, qui est sans nul doute l'une des modalités d'expression d'un grand écrivain, ce qui est à mon sens Dominique Rollin, se retrouve dans la marginalité des personnages des Marais. Alban et Ludegarde, les frères et sœurs, sont les premiers à vouloir briser les barreaux de la cage familiale, se livrant à l'école buissonnière chacun de leur côté et se rencontrant de manière fortuite sur un chemin, ce qui détruit autant leur bonheur que révèle la beauté dangereuse de la et leur nature. Barbe, la petite dernière, je cite, « Seule qui osait regarder Monsieur Thor de ses yeux immenses et innocents, vides de reproches et d'amour, de ses yeux couleur de pluie, unique personnage qui semble pouvoir échapper à la fange originelle, puisque la maison familiale est un marais de plus, cherche à devenir une figure angélique en se cachant toute la journée ou presque dans le grenier. Polanka, la plus vieille des sœurs, trouve un autre moyen de se soustraire au sable mouvant, le moins original, le plus viscéral toutefois, le mariage. C'est d'ailleurs la veille de son mariage que débute le roman, sur cette affirmation du père. « Vous serez tous ici à 5 heures. Je vous couperai les cheveux pour que vous soyez propres demain, au mariage de votre sœur. » Ordre qui marque d'emblée les pages de l'animalité
affective et cruelle de la littérature de Rollin. Monsieur Thor n'est rien de plus qu'un chef de meute qui fera la toilette à ses enfants pour asseoir encore une fois sa domination. Vous êtes une véritable bête d'orage, c'est ainsi que je vous peindrai, déclare le vieux Ferdinand Colline, alors dans Le Souffle, paru en 1952, qui valut le prix Femina à Dominique Rollin. Si l'or frappe et gronde comme un ciel noir, chaque autre personnage des premiers romans de l'auteur est une sorte de bête. Godliva, dans Les Deux Sœurs, publié en 1946, où, je cite, « Elle joue désormais en virtuose », selon Maurice Nadeau, est une fourmi qui amasse et détruit son propre habitat et le reste de la colonie par avarice, comme Miss Fletcher dans Moncineer de Julien Green, à qui Dominique Rollin a souvent été comparé. Dans L'ombre suit le corps, publié 4 ans plus tard, Nicolas Cormier est une espèce de satyre dont les sabots aiment à se planter dans la chair moite et plus encore dans le cœur, sans pour autant le détruire tout à fait, le laissant chaud, battant, gorgé d'un sang craintif, toujours prêt à une nouvelle crise de la bourre. Les personnages de Dominique Rollin sont les grilles féroces des tableaux de Bruegel ou de Bosch, qui l'ont tant nourri, figures monstrueuses jetées sur les planches du théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud. Aucun des acteurs n'est libre, et tous doivent nécessairement, et sans le savoir, extirper par le sang et jusqu'au sang Dieu, le hasard bestial de l'animalité inconsciente humaine, partout où on peut le rencontrer. Ce que font, jusqu'à l'abîme, les puisatiers noirs de Dominique Rollin, et ceux de l'auteur le plus proche d'elle, auteur jamais évoqué par la critique, oubli incompréhensible, le romancier de La Fontaine des Lunatiques, de L'amour fraternel, de La Barrette rouge, le grand et crépusculaire André de Richaud. Leurs personnages se partagent la scène du drame, enfants, adolescents, adultes, qui sont tous les ténébreux cousins des enfants terribles de Jean Cocteau, dont l'aisance de l'auteur et l'atmosphère étouffante viennent de la même source sauvage de l'imagination. À propos de Jean Cocteau et des enfants terribles parus en 1925, Franz Hellens écrit dans Style et caractère « Le créateur d'images en éclair s'y montre doué d'une qualité miraculeuse. Il est d'un bout à l'autre complètement, cruellement inhumain. Et parce qu'il est d'une inhumanité voulue, concertée, il ne possède pas cette vérité que nous exigeons de tout ouvrage prosaïque. Les héros restent plausibles. S'ils appartiennent au cerveau de l'auteur, ils n'en sont pas moins réels. Ce sont des monstres mécaniques. Tout se déroule dans la rigueur d'un thème admirablement introduit et soutenu avec un talent rare. Mais cette exactitude même, cette nécessité mécanique, ce fonctionnement d'une machine humaine lancée sur une piste, tout cela peut crisper le lecteur ou le tendre à l'excès. Il n'en reste que l'impression d'une très bonne coupe, d'un travail quasi parfait, mais le cœur n'est pas touché. La manière dont Franz Hellens caractérise les personnages de Cocteau est ici capitale. Ce sont des machines humaines, et donc, par essence, des automates soumis à l'impérium de leur créateur. Le critique effleure là une piste de lecture importante qui m'a longtemps ramené dans le bourbier initial. Étrange impression d'être proche de comprendre quelque chose sans y parvenir. C'est d'une manière inattendue, grâce à un auteur oublié nommé Jean-Louis Vaudoyer, ami d'Anna Noailles, de Catherine Pozzi, de Charles-Ferdinand Ramu, d'Alain Fournier et de tant d'autres, que j'ai pu sortir de l'impasse. C'est dans sa préface à Poussière, très bon roman écrit par Rosamund Lehmann, paru en 1927 au Royaume-Uni et traduit chez Plon en 1929, que m'est apparue une sorte de révélation quant à la plus importante singularité des premiers romans de Dominique Rollin, mais aussi, fait plus essentiel encore, révélation quant à une partie de mes propres penchants littéraires.
Jean-Louis Vaudoyer écrit dans sa préface: Contrairement à la plupart des romanciers de formation latine, lesquels semblent toujours être dans le secret de ce qu'ils racontent, Rosamond Lehmann, fidèle en cela au tempérament anglo-saxon, ne soumet pas ses personnages à son dessein, mais se soumet à eux. Les romans français sont de condensation, les romans anglais des évaporations. Pour le lecteur, le romancier français est un guide prévenant, s'appliquant à ne mettre en valeur que les beautés exemplaires d'un pays dont il a une longue pratique et qu'il a minutieusement débrouillé avant de proposer au lecteur d'y retourner avec lui. Le romancier anglais, au contraire, feint de vous prendre inopinément pour compagnon de route et entreprend, en votre société, l'exploration d'un pays où il semble que, pas plus que vous, il n'a jamais mis les pieds. Il s'ensuit que les personnages d'un roman anglais ne laissent perdre aucun des bénéfices que la crédibilité tire du mystère, et qu'ils apparaissent longtemps, et s'il le faut jusqu'au bout du livre, baignés de clair-obscur, de sfumato, comme une figure de Rembrandt ou du Tintoret, tandis qu'il est bien rare que nous ne soyons pas invités à tourner délibérément autour d'un personnage de roman français, exposé par son auteur, dans une lumière égale et raréfiée, soigneusement étudiée, comme une statue isolée sur son socle. Cette distinction entre dessin imposé au personnage par l'auteur et dessin imposé à l'auteur par ses personnages est une manière tout à fait pertinente, qui mériterait une étude entière à grand renfort d'exemples, de diviser la littérature en deux hémisphères. Bien entendu, la stricte séparation est parfois nébuleuse, évolutive au sein d'un roman, mais les faits sont là, les faits de la perception si je puis dire. Ils peuvent d'ailleurs apparaître de manière rétrospective à l'auteur même. François Mauriac, par exemple, nous apprend dans sa postface à Gallicaille, paru en 1952, que le dernier mot du roman, quelqu'un, désigne Dieu, ce qui est presque insoupçonnable à la première lecture, ce qu'ignorait aussi l'écrivain, confessant, je cite, qu'il n'en avait pas conscience au départ. Ainsi, la trame peut être obscure à l'artisan même, ce que soulèvent de nombreux romans d'artistes comme Le Mât de Cocagne de René Jean-Clos. Certes, il apparaît sans doute naïf de croire que Rosamond Lehmann se soit dit à l'heure de la première ligne de poussière « Judith sera mon geôlier, et ce roman ne sera que ma tentative d'obtenir sa clémence », tout comme il paraît étrange de se dire, après la Première Guerre mondiale et l'orphelinat philosophique existentiel qu'elle laissa, que Jean Cocteau se soit moqué de Gérard, Paul et Élisabeth, jusqu'à les réunir dans la dissolution totale, après s'être amusé avec eux comme le concert des nations avec la vie de millions d'hommes. Malgré tout, le mouvement est perceptible, vague de domination progressive par l'auteur qui extirpe de l'informe des êtres qui deviennent peu à peu humains, trop humains, enlisement progressif de l'auteur en ses personnages qui perdent peu à peu leur peau humaine pour se couvrir d'un pelage bestial et d'une odeur de ruine. À cet égard, la prose et les thèmes de Dominique Rollin se superposent parfaitement, ce qui est aussi la marque des grands romans et dont l'exemple le plus frappant me paraît être l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar, encore une femme née en Belgique. Chez Rollin, la prose et les thèmes n'hésitent pas. L'écriture se passe de nuances, de modulations, de circonvolutions, tout comme les personnages ne connaissent pas ces états intermédiaires, ces trans immobiles et intérieurs, si chers par exemple à un Paul Gaden, qui est à l'autre bout de l'échiquier romanesque. Il n'y a d'ailleurs pas la moindre réflexion dans les romans de Dominique Rollin. Des décisions, certes, des affirmations, des impératifs, mais le personnage est toujours présenté à l'ultime instant, et rarement dans l'antichambre, dans l'envers de l'acte. Il agit et se maintient, ou il agit et se dédie, avec la même fureur proprement organique. Personnage sans esprit, mais non sans conscience,
sans intériorité mais non sans émotion, tout de chair et de tripes constitué et drapé d'une âme dure, voilà en quelques mots la symphonie dissonante que propose Rollin, qui, usant toujours mieux de son talent, parvient à donner l'impression d'un tableau qui n'est pas composé à l'avance, mais composé à l'instant, très précisément au rythme des éclats de rire et de cruauté de ses personnages, si bien que l'on en vient à croire que l'auteur découvre autant, dans une contradiction presque insoluble et pourtant merveilleuse, de quoi sont capables ces personnages, et de quoi elle-même, romancière, est capable. Cette richesse littéraire que j'ai essayé de donner à voir ne concerne que les premiers romans d'une œuvre entamée en 1942 et close en 2003, à 90 ans. Dominique Rollin a publié une quarantaine de livres et son œuvre, homogène dans la première décennie, va changer de cap, notamment après sa rencontre en 1958, après qu'elle est venue s'installer à Paris à la fin des années 40, avec Jim. Derrière ce pseudonyme se cache Philippe Solers, qui avait 22 ans lorsqu'ils tombèrent amoureux. Cet homme, le plus important de la vie de l'auteur, donnera une nouvelle orientation à ses écrits. Désormais, l'écriture cherchera les lisières formelles dans le sillage du nouveau roman et questionnera la mémoire, le temps, qui n'est qu'une interprétation malveillante de la vérité, comme elle l'écrit dans sa préface au Marais, réédité en 1991. Si je préfère pour ma part l'odeur de louve des premiers écrits, Franz de Hesse, son grand spécialiste, estime quant à lui que Le Fort intérieur, publié en 1962, est peut-être son meilleur roman. Alors, faut-il simplement dire pour conclure que Dominique Rollin pourra enchanter n'importe quel lecteur. Du moins, je le crois.